Et si le bonheur n'était pas un luxe, mais un véritable acte de résistance? Aujourd'hui, on explore ensemble une idée assez puissante, celle qui nous invite à reconquérir notre joie, en s'appuyant sur un texte vraiment inspirant. Ça commence fort. Le constat est posé, direct, sans détour. Ces quelques mots, en fait, ils lancent une enquête assez fascinante sur notre état d'esprit collectif. Ce qui est intéressant, c'est que ce vol ne s'est pas fait par la force. Ce n'est pas l'œuvre d'un dictateur ou le résultat d'une catastrophe. La cause, elle est bien plus subtile, plus insidieuse. Le coupable, d'après notre source, ce serait donc ça, une posture, une sorte de fatigue chic, une idée qu'on s'est mise en tête collectivement. L'idée que pour avoir l'air profond, intelligent, il faut avoir l'air triste. Ok, alors plongeons là-dedans. Le texte appelle ça un complot silencieux de la noirceur. C'est une formule assez forte. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce point, à valoriser le malheur? En fait, tout vient d'une grande confusion. On a commencé à mélanger des concepts qui n'ont rien à voir. On a confondu la gravité avec la profondeur, la noirceur avec la lucidité et la tristesse avec le sérieux. C'est cette confusion qui est vraiment au cœur du problème. Et c'est là que l'analyse devient vraiment percutante. Ce culte du désespoir, ce n'est pas une preuve de sagesse, c'est tout le contraire, c'est une forme de paresse intellectuelle, déguisée en clairvoyance. En fait, c'est un renoncement. Alors, c'est quoi la vraie pensée? Ce n'est pas juste de faire la liste des problèmes, c'est de chercher activement des solutions. Une issue, une brèche, oui, une lumière. Bon d'accord, si le désespoir n'est pas la marque de l'intelligence, alors quelle est la bonne approche? La source nous propose une alternative, une forme d'intelligence qu'on aurait peut-être un peu mise de côté. Et cette intelligence, c'est l'intelligence du lien. C'est-à-dire cette capacité à créer des ponts, à construire du sens, à tisser des connexions. On passe d'une intelligence qui dissèque à une intelligence qui unit. Ce visuel résume tout ça parfaitement, vous ne trouvez pas? D'un côté, le pessimisme, il coupe, il isole, il sépare. Et de l'autre, le bonheur, qui fait tout l'inverse. Il relie, il connecte. C'est la différence entre défaire et créer. On pourrait croire que cette idée de connexion est très moderne, très 21e siècle. Mais en réalité, pas du tout. C'est une sagesse profondément ancrée dans des traditions du monde entier. Regardez un peu. De l'Afrique ancienne et sa philosophie Ubuntu, je suis parce que nous sommes, à Kant en Europe, qui disait que le bonheur est une exigence de la raison, en passant par Confucius en Asie, les grands penseurs l'ont toujours su. Le bonheur est une entreprise collective, pas solitaire. Et pourtant, la tradition occidentale a souvent mis l'accent sur l'individu. L'incarnation parfaite de ça, c'est Descartes, pensant seul près de son poêle. Je pense, donc je suis, mais je suis seul pour le faire. Et maintenant, mettez ça en contraste avec la philosophie Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Le choc est puissant. D'un côté, l'existence se définit dans la solitude, de l'autre, elle n'existe qu'à travers la communauté. Tout ça, ça nous amène au grand défi de notre époque. Comment est-ce qu'on applique cette sagesse ancestrale à notre monde d'aujourd'hui? Le texte avance que le modèle de réussite individualiste nous a laissé riches de vide. On est peut-être hyper connecté technologiquement, mais au fond, on est souvent profondément seul. Et l'antidote à ça, ce n'est pas de consommer plus, c'est de contribuer. C'est de trouver un sens en se rendant utile aux autres. C'est apparemment la route la plus courte vers la joie de vivre. Le chemin proposé est donc d'une simplicité désarmante. C'est un mouvement en 2 temps. Arrêter de consommer, c'est-à-dire prendre, et commencer à contribuer, c'est-à-dire donner. Mais alors une question un peu dérangeante se pose. Si c'est si simple, pourquoi on ne le fait pas plus? Pourquoi au fond avons-nous si peur du bonheur? C'est un paradoxe fascinant. On préfère parfois le confort d'un malheur qu'on connaît bien à l'inconnu d'une joie nouvelle. La réponse est peut-être là. Choisir la joie, c'est accepter d'être fragile. Mais attention, cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est au contraire le terreau de la vraie force, de la connexion authentique. Face au cynisme, face à la fatigue culturelle ambiante, il n'y a finalement qu'un seul choix impératif à faire. Un seul. Et ce choix, c'est celui de la joie lucide. Ce n'est pas une joie naïve ou béate, c'est un sentiment conscient, une posture morale. Et c'est même, nous dit le texte, un devoir de résistance. Et on termine là-dessus, avec cette idée qui est peut-être la plus importante de toutes. Embrasser la lumière, ce n'est pas une fuite pour ignorer les problèmes, c'est un combat. Et c'est peut-être même l'insurrection la plus profonde et la plus productive qui soit contre le désespoir.